Alors, bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous commençons cette semaine aussi avec une liste de questions que nous avons reçues, qui ont très bien entendu à Pessah, puisqu'on s'approche de Pessah dans 2 semaines, exactement, puisqu'on est maintenant la nuit de Rosh Chodesh Nissan. Première question que l'on a, qui nous a été posée par rapport au 5e vers, le vers de Eliyahu Hanavi, Kos shel Eliyahu Hanavi. Alors, il y a beaucoup de gens qui se trompent complètement et qui croient que c'est comme le Père Noël, qu'on met des chaussettes sur la cheminée et qu'on attend que le Père Noël y vient et qu'il remplisse les chaussettes. Et le verre d'Eliyahu Hanavi, c'est à peu près la même chose. On le met sur la table et on vient vérifier le lendemain. Est-ce que Eliyahu Hanavi a par erreur bu le verre et alors on est content? Et bien entendu, le verre n'est jamais bu. Et donc ça n'a strictement rien à voir avec le Père Noël, ni avec la magie, ni rien du tout. Le 5e vers que l'on fait, c'est tout simplement puisque les 4 vers que l'on fait, la Gemara nous dit, qui sont par rapport aux 4 langages de rédemption, ve lakarti, ve gaalti, etc., etc., les 4 langages de rédemption. Et le 5e vers, il est par rapport au Ve'eveti, par rapport au je vous amènerai à la terre, qui n'est pas très directement avec la Géoula d'Égypte, avec la sortie d'Égypte, qui a trait avec ce qui s'est passé après que Dieu nous amène en Eretz Israël. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle on ne boit pas le verre, c'est tout simplement parce qu'il y a une divergence entre les décisionnaires. Est-ce que ce verre-là doit être bu ou ne doit pas être bu? Est-ce qu'il y a 4 verres ou 5 verres? Et comme on ne sait pas, on ne peut pas faire une bracha si on a un doute sur un verre qu'on ne sait pas est-ce qu'on doit véritablement le boire ou pas. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle tout simplement le verre de Eliyahu Hanavi, puisque toutes les questions que l'on a dans la halacha et qu'on n'ait pas la réponse, qu'on a une divergence entre les décisionnaires et qu'il n'y a pas été tranché, alors comme dans la Gemara, nous disons à chaque fois Teiko, Tishbi et Taretz Kushiot Va'avayot, Eliyahu Hanavi nous donnera les réponses à toutes les questions. Alors on appelle ça le verre de Eliyahu Hanavi, puisque en fait c'est le verre sur lequel on ne sait pas est-ce qu'il doit être bu ou pas. Et donc on attend Eliyahu Hanavi pour avoir la réponse, mais ça n'a strictement rien à voir avec le verre lui-même. Ça a trait à la question de savoir est-ce qu'on doit boire ce verre ou pas, et donc c'est pour ça qu'on ne boit pas le verre. La prochaine question qui a été posée, quelle est l'origine et quelle est l'explication des 10 morceaux de pain que l'on disperse dans la maison quand on fait l'abdikat Hametz? C'est-à-dire que toute la famille s'y est mise pour nettoyer de fond en comble la maison. Tout est préparé, tout est impeccable. Et maintenant, on vérifie est-ce qu'il reste du chametz quelque part. Pourquoi on a besoin de mettre ces 10 morceaux de pain, les éparpiller, etc. Alors, premièrement, il faut savoir que ces 10 morceaux de pain, l'origine, c'est dans la Kabbalah, c'est dans la mystique juive. Et ça, le Ari Akadosh nous dit que ça a trait par, tout simplement, vu que le Chametz, il représente le Yetzer Hara, il représente notre mauvais penchant, il représente l'orgueil, il représente le Seor, le ferment qui fait grossir et qui fait, c'est pas comme la matzah qui est fine et qui est humble, d'accord, qui ne s'enorgueille pas, d'accord. C'est donc le Chametz, ça représente le Yetzer Hara, et dans la Kabbalah, on nous explique que de la même manière qu'il y a les 10 sphères célestes avec lesquelles Dieu a créé le monde, les 10 sphères qui sont dans le côté de la sainteté, alors il y a les 10 forces du mal qui ont trait, ce sont les 10 sphères célestes impures avec lesquelles le mauvais penchant nous fait la guéguerre. Et donc, comme on brûle en fait le Yetzer Hara le lendemain, alors en fait on cherche les 10 parties de ce Yetzer Hara là, on les disperse, on les rassemble et on les brûle pour montrer en fait que l'on brûle toute notre partie de notre Yetzer Hara, de notre mauvais penchant. Normalement, maintenant cette habitude est écrite dans le Réma, dans le Shulchan Aruch. Le Réma
Rabbi Moshe Isserlich, nous ramène cette habitude-là. Maintenant, il faut faire attention que chacun de ces morceaux, il ne soit pas kazaït. Il faut mettre des tout petits morceaux de pain. Parce que si on met un grand morceau de pain qui est kazaït, et qu'on le trouve pas après, parce que ça arrive, comme on va le voir dans quelques instants, qu'on a perdu un morceau, on ne sait pas où il est. Alors, si c'est kazaït, on a un problème parce qu'on doit tout renettoyer la maison, parce qu'on sait qu'il y a du chametz, kazaït, d'accord, de 30 grammes, c'est pas vraiment 30 grammes, mais à peu près, d'accord. Et donc, ce chametz-là, on est passible sur lui si on est possessionnaire de ce chametz-là à Pessah, puisqu'il y a un kazaït, puisqu'il y a 30 grammes. Donc, il faut faire en sorte de ne pas faire des morceaux qui sont grands mais petits, mais que ensemble, les 10 morceaux, il y a kazaït. Ça veut dire que, par exemple, si on veut avoir 30 grammes, alors on mettra, disons, 5 grammes dans chaque morceau, et alors 5 grammes, 10 grammes, disons, d'accord? Et en tout, on aura 100 grammes, donc c'est plus que kazaït, mais chaque morceau en lui-même, il est moins que kazaït. Tout simplement, pourquoi? Parce que, comme on sait que il y a pas de chametz dans la maison, donc il y a des dictionnaires qui disent qu'en fait, c'est bracha levatala. Pourquoi tu fais la bracha? Alors tu sais très bien qu'il y a pas un gramme de chametz dans la maison, puisqu'on a déjà tout nettoyé. Alors, on met du chametz dans la maison pour pouvoir faire la bracha d'après tous les avis. Et donc, on peut dire al bdikat chametz, puisque je cherche le chametz. Si quelqu'un n'a pas nettoyé sa maison et que il y avait soit dit en passant qu'il y avait des rabbinim qui faisaient comme ça, ils nettoyaient pas du tout la maison. Al bdikat chametz, ça leur prenait 4 heures. Mais ils cherchaient le chametz. Ils nettoyaient pas la maison. Ils cherchaient le chametz dans la maison. C'est tout. C'est-à-dire dans les endroits où on met du chametz. Donc dans le bureau, dans la bibliothèque, etc., etc., là où on met jamais de chametz, bien entendu s'il n'y a pas d'enfants, parce que s'il y a des enfants, il y a du chametz partout, d'accord? Alors, ça lui prenait 4 heures, mais donc il cherchait le chametz. Donc c'était al-bdikat chametz, puisque je vérifie le chametz, et il y a du chametz, donc je cherche le chametz, donc je peux faire la bénédiction. Mais si on a déjà tout nettoyé et qu'il n'y a plus rien, alors il y a des dictionnaires qui disent, tu sais très bien qu'il n'y a pas de chametz, pourquoi tu cherches? Pourquoi tu fais la bracha? Donc, pour se rendre quitte d'après tous les avis, même pas seulement par rapport à la Kabbalah qu'on a expliqué, par rapport au Ria Kadosh, alors parce que si c'était pas seulement pour la Kabbalah, on aurait pu mettre un morceau, 2 morceaux, pas besoin de 10, d'accord? Mais la Kabbalah, ça nous explique pourquoi il y a besoin de 10 morceaux, d'accord? Donc on doit, maintenant, la personne elle-même, normalement, elle pourrait mettre, lui-même disperser les morceaux et les chercher, mais comme on parle d'un chametz qui est lo yadoua, comme on parle d'un chametz qui n'est pas su, qui n'est pas connu, parce que si je sais où il est le chametz, alors je vérifie pas vraiment où il est le chametz, c'est pas la bdika. Bdika, ça veut dire chercher le chametz. Là, tu cherches pas parce que tu sais où il est. Donc l'habitude, c'est que ce n'est pas celui qui cherche, qui met les morceaux de pain, mais c'est ou la femme, ou les enfants, etc. Un des enfants, c'est lui qui disperse les morceaux. Il faut prendre sur un papier et écrire où on a mis, pour pas, après, j'ai oublié, on en a perdu un, on est dans le beau drap parce qu'on sait qu'il y a du chametz dans la maison, d'accord? Encore une fois, c'est moins que kazaï, donc on peut, après, si on le trouve pas, l'annuler le lendemain. Mais, il vaut mieux pas prendre de risques, donc on écrit chaque morceau où il est dans la maison, et alors, puisque le père, celui qui fait l'abdikat chametz, il ne sait pas où sont les 10 morceaux, alors il cherche véritablement le chametz dans la maison. Il sait qu'il y a du chametz, et il cherche le chametz. Donc, il peut faire la bénédiction d'après tous les avis, et il n'y a pas de problème. Et comme ça, il se rend quitte d'après tous les avis. Récapitulons. Les enfants cachent les morceaux, ils notent où on met les morceaux. Le père, il fait la bracha, et il sait qu'il y a du chametz, donc il cherche le chametz, et le lendemain, on a ces 10 morceaux qui représentent le mauvais penchant que l'on brûle pour annuler avec Bezrat Hashem. C'est pas seulement quelque chose de cosmique et magique, mais c'est une volonté. On montre que c'est ce qu'on veut faire. On veut annuler toutes les parties de notre mauvais penchant. Et ça, c'est l'explication des 10 morceaux de pain que l'on met la nuit de la Bdikat Chametz avant Pessah. Alors, prochaine question.
Est-ce que le dentifrice, on doit l'acheter avec une cache-route pour Pessah? Alors, disons que la majorité des décisionnaires disent que tout ce qui a trait à la cosmétique, d'accord? C'est-à-dire des choses, le shampoing, les poudres, le maquillage, etc., etc. Alors, il n'y a pas besoin de cache-route puisque un chien ne peut pas manger ça. Et or, tout ce qui a été annulé, qui n'est plus mangeable pour un chien, c'est pas considéré comme du manger, c'est pas considéré comme quelque chose de comestible, donc c'est plus du chametz, c'est quelque chose qui est autre chose, qui n'est pas du chametz, qui a été annulé de son titre de chametz, et donc on n'est pas obligé d'acheter avec la cache-route. Mais ça n'a trait qu'à des choses qu'on ne rentre pas dans la bouche. Aujourd'hui, deux choses qui sortent de cette règle, c'est le rouge à lèvres et le dentifrice. Le rouge à lèvres, dans les bonnes marques, les marques à 4 sous, il n'y a pas de problème, on peut les utiliser, il n'y a pas de chametz. D'accord? Et non seulement il n'y a pas de chametz, mais en plus, ils sont immangeables puisqu'ils sont faits avec des produits chimiques qui sont tout à fait dégueulasses et qui sont tout à fait immangeables. Les rouges à lèvres de bonne marque aujourd'hui, c'est pas que j'ai essayé, mais ma femme m'a expliqué, d'accord, que les rouges à lèvres de bonne marque aujourd'hui sont faits pour être mangés. C'est-à-dire qu'ils sont faits même avec du goût, d'accord. C'est-à-dire que si une femme elle passe ses lèvres sur la bouche, alors elle peut même avaler ce rouge à lèvres et il a un bon goût, d'accord? Et de la même manière, le dentifrice, aujourd'hui, il est fait exprès pour que l'on puisse le manger. Et je peux vous dire que mes enfants, ils avalent des tubes de dentifrice tous les soirs. C'est-à-dire que quand ils se lavent les dents, souvent quand ils sont jeunes, ils savent pas comment se rincer la bouche. Donc, tout simplement, ils mettent de l'eau et ils avalent tout avec le dentifrice. D'accord? Or, ce dentifrice-là, il est fait aujourd'hui de manière à ce qu'il soit mangeable et avec un goût. Des fois, c'est un goût de menthe un peu amer, mais qui est tout à fait avalable. Et bien entendu, pour les enfants, le dentifrice, il est tout à fait mangeable au goût de fraise et au goût de framboise, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là que l'on rentre dans la bouche et qui sont comestibles, là, on n'est même plus dans le domaine du comestible pour le chien, on est dans le domaine du comestible pour l'homme. Et donc, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, on ne peut pas il faut acheter avec une cache-route. Si quelqu'un utilise un dentifrice qui est tout à fait immangeable, il y a des dentifrices comme Parodontax, etc., des pâtes gingivales dentaires, d'accord, et qui sont tout à fait écœurantes. Je les ai utilisées plusieurs fois, d'accord, c'est très 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 amer et c'est fait pour c'est plus une pâte comment ça s'appelle médicale qu'une pâte qu'on fait pour avoir les dents blanches ou avec une bonne haleine, d'accord. Donc c'est surtout pour guérir les gencives, etc. Alors des pâtes de ce genre-là qui sont tout à fait immangeables et qui ont un goût impossible à avaler, alors il n'y a pas besoin d'avoir une cache-route. Mais celui qui veut faire mieux, c'est clair que tout ce qu'on rentre dans la bouche, il vaut mieux avoir une cache-route à Pessah. Et donc, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de dentifrices qui ont la cache-route pour Pessah. Et donc, il faudra faire attention à cela quand on achète la pâte de dentifrice. Prochaine question. Quelqu'un qui va à l'hôtel à Pessah. Est-ce que il doit faire Bdikat Hametz? Est-ce qu'il doit faire ça avec la bracha? Est-ce qu'il arrive avant Pessah? Il arrive pendant Pessah? Alors, l'obligation de faire la Bdikat Hametz, elle tombe sur la personne la nuit du 14, c'est-à-dire le 13 au soir. Si quelqu'un a pris une chambre d'hôtel pour toute la fête, ou même pas pour toute la fête, pour le début de la fête, et qu'il arrive le 13 Nissan je parle, c'est-à-dire la veille de l'Abdikat Hametz, le soir, il est en fait possessionnaire de cette chambre, il est comme un locataire, il paye, des fois on paye une maison au mois, à l'année, et il y a des gens qui louent des maisons à la journée. Un hôtel, tu loues ta chambre à la journée.
à la semaine. Mais personne ne peut rentrer dans ta chambre. C'est-à-dire qu'il y a personne qui a l'autorisation de rentrer dans ta chambre sans ton autorisation. C'est-à-dire que tu es un locataire pendant cette période-là. Donc cette chambre-là, elle t'appartient. Comme quelqu'un qui est locataire dans une maison où il vit, bien entendu, donc cette maison, elle lui appartient. Et donc il doit faire l'abdikat Hametz. Quelqu'un qui arrive le 13, et donc le 13, la nuit du 14, il est à l'hôtel, il doit faire l'abdikat Hametz avec la bracha. Comme si c'était sa maison. Et le lendemain, il fait le biur Hametz, il brûle les 10 morceaux qu'il a cachés dans la chambre, etc. Et il fait tout ce qu'il fait comme s'il était à la maison. Quelqu'un qui arrive pendant la fête, après le 14, il arrive après la première fête, il arrive pour Chol HaMoed, il arrive pour la deuxième fête, il arrive pendant la fête. Alors, là, il devra demander au propriétaire, est-ce que on a fait Bdikat Hametz dans la chambre? Si on a déjà fait Bdikat Hametz, parce que si personne n'est dans cette chambre, le propriétaire de l'hôtel, lui, il est censé, puisque ça lui appartient, il est censé faire, lui, la Bdikat Hametz dans toutes les chambres. Donc on demande la question à cette personne-là, bien entendu, il faut une personne qu'on peut faire confiance, d'accord? Et on lui pose la question, est-ce qu'il a fait Bdikat Hametz? S'il a fait Bdikat Hametz, alors on n'a pas besoin de refaire. S'il n'a pas fait, alors on doit faire avec bracha pendant la fête. De la même manière que quelqu'un qui a oublié de faire l'Abdikat Hametz la nuit du 14 chez lui à la maison, pendant toute la fête, ici il se rappelle, il doit faire l'Abdikat Hametz avec la bracha, avec la bénédiction, puisque nos sages c'est une obligation de nos sages de faire pour Pessah l'Abdikat Hametz, jusqu'à la fin de Pessah, on est obligé de faire cette Bdikat Hametz. Quelqu'un qui est dans un hôtel et qui prend une chambre au milieu de la fête, mais il y avait quelqu'un d'autre avant lui. Alors là, ça sert plus à rien qu'on a fait l'Abdika. Alors là, il devra refaire l'Abdika sans bracha, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Et peut-être que les gens qui étaient là-bas, ils ont rentré du Hametz dans la chambre, donc il devra faire l'Abdika sans bracha, d'accord? Et s'il trouve du Hametz, le brûler s'il a Chol HaMoed, ou le mettre sous une casserole ou quelque chose, le cacher s'il est à Yom Tov. Et c'est comme ça que l'on fait quand on va à l'hôtel. Ok. Une question que j'ai pas exactement compris, c'est quelqu'un a posé la question, comment on fait pour amener le rachat, l'impie, le mécréant, à la table du Seder? Puisque l'on dit que Keneged Arba Banim Dibra Torah, Echad Chacham, Echad Tam, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shenoda Lishol. Donc il y a 4 sortes d'enfants, 4 sortes de fils qui sont à la table du Seder. Le juste, le mécréant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Les 4 sortes d'enfants. Mais ce mécréant-là, comment on fait pour l'amener à la table du Seder? Alors je ne sais pas exactement c'est quoi l'intention de la question. Mais si c'est une question pratique pour savoir quelqu'un qui a un enfant qui est loin de la Torah et que ça ne l'intéresse pas, comment on fait pour l'amener à la table du Seder? Tout simplement avec énormément d'amour. Aujourd'hui, on est dans une génération où les gens, savent très peu faire des remontrances. 2, on ne sait pas accepter les remontrances. Le Shlomo HaMelech nous dit Al tochachletz ve'isnaeka ochiach lachacham ve'yaveka. La traduction littérale, ça veut dire ne fais pas de remontrances à l'impie parce qu'il va te haïr. Fais des remontrances au chacham, à l'intelligent, parce que lui, il va t'aimer. Le sens simple de la chose, ça veut dire que de faire des remontrances à quelqu'un qui est un imbécile et qui ne veut pas avancer, ça sert à rien. Tais-toi puisqu'il va te détester de toutes les façons si tu lui fais des remontrances. Quelqu'un qui est intelligent, alors lui, il veut qu'on lui fasse des remontrances, puisqu'il veut avancer dans la vie, il veut corriger ses manières de se comporter, il veut corriger sa manière de faire la halakha, puisqu'il veut apprendre, etc. Donc, fais des remontrances à l'intelligent, parce que lui, il t'aimera pour ses remontrances. Le Ben Ishraï explique une autre explication, et je crois que c'est peut-être la réponse à notre question, si c'est ça la question.
Il dit, Al tochachletz v'isnaeka. Quand tu fais une remontrance à quelqu'un, ne lui dis pas que c'est un mécréant. Ne lui dis pas que c'est un letz, que c'est un clown. Parce que si tu fais une remontrance à quelqu'un en lui disant qu'il est mauvais, alors il te détestera. Mais même quelqu'un qui est mauvais, ocheach lachacham, fais-lui une remontrance en tant que personne intelligente. Dis-lui, quelqu'un d'intelligent comme toi, ça marche pas ensemble. C'est pas à ton honneur. Rends-le intelligent, rends-le juste, alors il t'aimera. Même s'il est loin, même s'il n'est pas du tout en mode de faire l'El Seder. Rapproche-le avec beaucoup d'amour, et c'est la seule manière de l'amener à la table du Seder. Si c'était ça la question, j'espère que c'est ça la réponse. Prochaine question. Est-ce que quand on lit la Haggadah, on doit tous lire toute la Haggadah? C'est-à-dire, on fait Kadesh ou Chatz, Karpas Yachatz, Magid. On fait le Kiddush, etc. On arrive au Magid. Magid, ça veut dire qu'on doit lire la Haggadah. Est-ce que on peut lire chacun à son tour? Est-ce que le père peut lire pour tout le monde? Ou est-ce que tout le monde doit lire chacun pour soi? C'est-à-dire, même si quelqu'un lit à voix haute, chacun doit lire à voix basse aussi. Alors, on a une règle dans toute la Torah, ce qui s'appelle Shomea Keone. Shomea Keone, ça veut dire que si j'entends quelqu'un, par exemple, qui fait le Kiddush, moi je ne fais pas le Kiddush, mais j'ai une mitzvah de l'Ekadesh et Shabbat, de sanctifier le Shabbat, de faire le Kiddush sur le vin Shabbat. Alors lui, il fait, moi j'entends, et je me rends quitte. Alors de la même manière, pendant la Haggadah, on a cette règle Shomea Keone. Le père peut lire, l'essentiel de la mitzvah, c'est de lire la Haggadah, et on entend, on se rend quitte. Donc si à chaque fois quelqu'un d'autre lit, alors on se rend quitte. Mais alors, il faudra faire attention. Les enfants, eux, ils sont pas chayavim. Ils n'ont pas d'obligation. Donc si un enfant il lit, on doit lire avec lui. Puisqu'on ne peut pas se rendre quitte de quelqu'un qui lui-même n'a pas d'obligation. Quelqu'un qui a une obligation, lui, il peut rendre quitte les autres. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas d'obligation, alors on ne peut pas le rendre quitte. C'est pour ça qu'on a l'habitude que quand un enfant, par exemple, dit Manishtana, alors tout le monde chante avec lui. D'accord? Et après qu'il a chanté une partie, et nous on répond, il chante une partie, et nous on répond, et après tout le monde ensemble redit le Manishtana ensemble pour se rendre quitte d'après, puisque cet enfant ne peut pas nous rendre quitte. Bien que ce soit ça le Ikar Adin, l'essentiel de la halakha, c'est qu'on peut se rendre quitte. Il vaut mieux que chacun dise à voix basse la Haggadah. Tout simplement, vous savez qu'il y a une machloket. Les Marocains, ils ont l'habitude quand on fait le Kiddush. Alors, le père, il commence Baruch Ata Hashem, Elokeinu asher kiddush al-Tav. Et après qu'il a commencé le début, toute la famille dit ensemble. Toute la famille dit ensemble. Et après, Baruch Ata Hashem Kadesh Shabbat, la dernière partie, c'est le père qui dit tout seul. Pourquoi tout le monde dit ensemble? Alors, il y a une machloket, est-ce qu'on peut se rendre quitte une partie Shomea Keone, une partie Lo Shomea Keone? C'est-à-dire qu'une partie, je me rends quitte en écoutant le père, et l'autre partie, je le dis moi-même. C'est pas simple. Quoi qu'il en soit, ça c'est le minag, et le Rabbi Raphaël Chazan, il écrit que une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est tout simplement parce que toute bracha qui est un peu longue, alors automatiquement on a du mal à avoir l'intention sur chaque mot que la personne dit, puisque notre tête, quand c'est pas moi qui dis, alors ma tête elle valse un peu dans tous les mondes célestes, d'accord, dans le meilleur des cas. Dans les plus mauvais des cas, alors on part un peu en vacances à Tahiti, d'accord, et on n'écoute pas du tout ce que le père il est en train de dire. Alors, pour avoir l'intention, Rabbi Yaakov Chazan et Rabbi Raphaël Chazan, il dit que c'est cette chose-là que l'on dit tous le Kiddush ensemble, ça nous aide à avoir chacun l'intention, puisque je dis moi-même ce que je suis en train de dire. De la même manière, dans la nuit du Seder, la Haggadah, elle est longue. Alors si le père, il raconte, il lit,
et il explique à chaque fois et tout le monde écoute, il n'y a pas de problème. Mais en général, c'est pas exactement ce qui se passe. D'accord? Donc, si on veut être sûr de se rendre quitte et d'avoir l'intention de comprendre ce qui est dit, alors il faudra lire chacun pour soi, à voix basse. Un, il peut lire à voix haute, etc. Mais chacun, il vaut mieux lire à voix basse. Encore une fois, si quelqu'un, il lit à voix haute et les autres se rendent quitte, ils écoutent et ils comprennent, il n'y a pas de problème. On peut lire même en français, il n'y a pas de problème. Il faut lire et il faut comprendre. L'essentiel de la mitzvah, c'est pas de dire des mots. C'est veigata lebincha. C'est de raconter à ton fils ce que nos sages nous disent dans la Haggadah, qui est les miracles de la sortie d'Égypte, les miracles que Dieu a fait pendant toutes les générations, comment Dieu nous sauve, comment les peuples ont voulu nous décimer à chaque génération, etc., etc. Ça, on doit non seulement lire, mais on doit essentiellement expliquer ça. Et donc, si le père, chaque chose, il lit, il explique, ok, alors il n'y a pas de problème, on se rend quitte, mais si on fait pas ça à chaque paragraphe, il vaudra mieux, pour être sûr de se rendre quitte, que chacun lise à voix basse, pour être sûr qu'il a eu l'intention sur tout ce qu'il a dit, il a bien compris tout ce qu'il a dit. Prochaine question. Et c'est la dernière question que j'ai reçue aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, préparez-vous à les poser. La dernière question qu'on a reçue avant le cours, par rapport à la cachérisation de l'évier, Kior. L'évier, comment on cachérise un évier? Alors, il y a toutes sortes d'éviers, d'abord il faut savoir, et chaque évier, c'est une autre histoire. Si on a un évier qui est en marbre, ou en argile, ou en toutes ces choses-là qui sont de pierre, genre de pierre, alors, c'est pas compliqué, c'est tout à fait incachérisable. Comme ça, c'est pas du tout compliqué, et il n'y a pas besoin de savoir comment on cachérise, c'est tout à fait incachérisable. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est pas qu'on est obligé d'acheter une nouvelle cuisine tous les ans à Pessah, mais ce qu'on doit faire dans un cas pareil, c'est tout simplement d'acheter une bassine ou en métal ou en plastique, etc., et la mettre dans l'évier. Il y a des bassines qui sont vendues aujourd'hui spécialement pour ça, avec un trou dans la bassine, comme si c'était l'endroit dans l'évier où l'eau évacue, et il faudra faire très attention. Il faudra faire très attention parce que des fois, ce qui se passe, c'est que quand l'on verse beaucoup de liquide, alors l'évier, l'eau, elle remonte. Et ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de l'évier, souvent il y a du chametz. Quand on a nettoyé avant Pessah, enfin quand on a mangé avant Pessah, alors il y a des miettes qui sont tombées dedans, des pâtes, etc., etc., etc. Et quand on verse, et des fois on verse même des choses qui sont bouillantes, on verse les restes d'une marmite, etc., la bouilloire, on la verse dans l'évier, etc. Donc il y a de l'eau bouillante qui rentre et qui fait remonter le chametz, et ce chametz là après en fait, il rentre dans les ustensiles de la fête, de Pessah. Donc ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement avant de mettre cette bassine en plastique ou en acier, en métal, il faudra tout simplement verser dans le trou de l'évier Chomer Pogem, c'est-à-dire quelque chose qui comment dire Chomer Pogem, c'est abîme le goût. Voilà, quelque chose qui abîme le goût, du Sainte-Moritz ou du savon ou des trucs comme ça, qui de toutes les façons feront que tout ce chametz qui est à l'intérieur, il devient encore une fois immangeable pour un chien, et donc il n'est plus considéré comme du chametz. Et comme ça, d'un côté, on n'a plus de chametz qui est à l'œil, parce que dans l'évier, il y a du chametz, des miettes et des pâtes, etc., qui sont à l'intérieur véritablement. Dans l'évier lui-même, on a du chametz qui a été englouti, mais qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas faire sortir. C'est pour ça qu'on ne peut pas cachériser un évier en marbre, puisqu'on ne peut pas le faire sortir. Le marbre et tous ces genres de pierres, ils absorbent et ils ne sortent plus ce qu'ils ont absorbé. Donc on a un problème pour les cachériser. Ça, c'est pour un évier qui est fait en pierre, etc.
quelqu'un qui a un évier qui est en métal, d'accord? Ou en plastique, ou tous ces matériaux-là qui sont cachérisables. Alors, on attend, comme dans toutes les cachérisations, 24 heures, pour que, même s'il y a du chametz à l'intérieur, alors ce chametz-là, il devient immangeable. Après 24 heures, tout devient immangeable. Tout ce qui a été absorbé par les ustensiles devient immangeable. On verse à l'intérieur de l'évier des produits détergents qui abîment le goût et dans les parois et dans l'intérieur de l'évier. Après, on verse de l'eau bouillante. Et il faut faire attention que c'est de l'eau bouillante en ébullition, c'est-à-dire qu'il soit bouillante à 100%. Parce qu'en fait, on est censé faire agala. D'accord? Donc, c'est de l'eau bouillante à 100 degrés. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement, c'est que quand on prend, par exemple, une bouilloire électrique avec le bouton, c'est qu'on appuie sur le bouton, on attend que ça bout. Et quand ça bout, il faut faire ça en général, on fait ça avec une rallonge, une prise avec une rallonge électrique pour qu'on puisse se promener librement avec ce